Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et nous revoici pour l'avant-dernier épisode, le quatrième épisode de ce petit top 50 des jeux que j'attends le plus pour l'année 2022 sur les plateformes de financement participatif telles que GameFound, Kickstarter, etc. Pour ce qui est de la méthodologie pour construire ce petit top 50, je vous renvoie au précédent épisode, j'ai juste utilisé PubMeeple pour faire un classement des jeux parmi tous ceux qui ont déjà été annoncés et qui m'intéressent ou qui m'intriguent tout le moins. Sur ce, sans plus tarder, on va commencer par la position 20 et on terminera aujourd'hui sur la position 11, avant demain de terminer enfin ce classement par les 10 premières positions, les 10 jeux que j'attends le plus pour cette année 2022. On est parti avec la position numéro 20. Et on commence en 20e position par un jeu français, même si le titre ne semble pas l'indiquer, il s'agit de Explorers of the Woodlands. Petit jeu français qui vous rappellera peut-être, en termes de direction artistique, Root. En tout cas, je ne sais pas si ça en inspire, mais en tout cas, ça y fait penser un petit peu avec... On y trouvera d'ailleurs aussi, vous allez voir, des meeples en forme d'animaux comme ça, un petit peu anthropomorphiques. C'est assez joli, c'est assez mignon. C'est un petit jeu relativement abordable pour 1 à 4 joueurs, donc petit mode solo, pour 45 à 60 minutes la partie, donc c'est un jeu assez facile à sortir théoriquement, pour 10 ans et plus, donc relativement familial. Je pense que pour l'instant, le 3.0 en termes de complexité sur BGG n'est pas vraiment à prendre en compte. Tant qu'un jeu n'est pas vraiment sorti, je pense que bon, c'est une indication qui n'est pas forcément intéressante. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. C'est un petit jeu de coopération dans lequel vos différents aventuriers que vous avez aperçus sur la couverture eh bien, vont explorer une forêt et y affronter parfois des monstres. Et pour ce faire, il y aura évidemment du placement de tuiles pour agrandir la forêt au fur et à mesure que vous allez l'explorer. Il y aura aussi des jets de dés, puisqu'en fait, les jets de dés seront la base de vos actions, puisqu'en fait, chacun des personnages disposera d'un plateau individuel, comme ici avec Xilia par exemple, et vous allez voir que sur cette partie ici à gauche, chacun des personnages a des propriétés un tout petit peu différentes, des compétences un peu différentes, en tout cas pour les deux dernières. Les deux premières, je pense que c'est se déplacer, la deuxième, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, chacune de ces capacités est affiliée, vous le voyez, à un certain chiffre ou plusieurs chiffres, plusieurs faces d'un dé. Et en fait, à chaque tour, vous allez lancer un dé pour définir en fait, les actions que vous pouvez effectuer pour chacun de vos personnages, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour le gameplay, c'est relativement simple. À chaque tour, vous allez avoir une exploration, une phase d'exploration pendant laquelle vous allez apposer une nouvelle tuile au sein de la forêt pour l'agrandir, et ensuite une phase d'aventure où vous allez donc jeter 4 héros, 4 héros. On ne va pas jeter nos héros, on va jeter les dés de héros, excusez-moi, et les placer sur notre plateau pour définir un petit peu les actions qui sont à notre disposition. Voilà, c'est assez simple. On va évidemment essayer de débouter des monstres. Et il y aura également, assez intéressant de ce point de vue-là aussi, au-delà du petit one-shot en 45-60 minutes, un mode aventure, un mode campagne que vous voyez ici, qui se composera de 5 à 6 missions pour enrichir un petit peu le gameplay, éventuellement proposer une expérience familiale de campagne, ce qui n'est pas très très fréquent, même si on a des jeux maintenant qui le proposent également, comme Zombie Kids notamment. La page de la campagne Kickstarter est déjà active, même si pour l'instant la campagne n'est évidemment pas lancée. On n'a pas de date pour l'instant concernant Explorers of the Woodlands. J'imagine que ça devrait arriver dans les 4 ou 5 premiers mois de l'année, mais pour l'instant on n'a pas de date officielle. 844 abonnés, ceci dit. Donc on a quand même pas mal de gens que ça intéresse. J'ai déjà vu également sur la page Facebook que le jeu a été signé dans plusieurs autres langues. On a une version italienne, on aura aussi une version ukrainienne par exemple, et ainsi de suite. Vous en découvrirez peut-être un peu plus sur la page Facebook de From the Woods Studio. Donc voilà pour Explorers of the Woodlands, un petit jeu accessible, familial, très joli, qui rappelle un petit peu dans l'esprit visuellement ce que pouvait offrir Root, à savoir un univers mignon, soigné, chatoyant. Donc en théorie, ça devrait pouvoir faire un assez joli succès. En tout cas, moi, ça m'intrigue pas mal. On continue en 19e position avec Moonrakers, et vous voyez ici 2020, parce que oui, le jeu est déjà sorti. Mais encore une fois, c'est une extension, comme j'en ai parlé déjà la vidéo précédente, si je me souviens bien. Moonrakers nous revient avec une extension théoriquement prévue pour le premier trimestre de 2022, une extension qui s'appellera Binding Ties. Donc à voir ce qu'elle apportera. Pour l'instant, ils en ont fait une partie, je crois, sur leur chaîne YouTube il y a quelques mois,
mais je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement Moonrakers, c'est un jeu de deck building. En fait, vous allez construire votre vaisseau et l'améliorer au fur et à mesure de la partie, mais qui intègre aussi quelques éléments de comment dire, mécanismes un petit peu différents, tels que la négociation entre les différents joueurs, parce qu'en fait, les joueurs vont coopérer en partie, mais ce n'est pas un jeu coopératif, attention, ils vont coopérer pour effectuer certaines missions, se déléguant certaines parties de cette mission pour bénéficier des récompenses, mais au final, il n'y aura quand même qu'un seul vainqueur, parce qu'en fait, vous êtes tous en fait des sortes de mercenaires, de chasseurs de primes, etc., qui allaient chercher à devenir le leader des fameux Moonrakers, dont est issu le titre du jeu. Donc, négociation, deck building, avec également quelques jets de dés de temps à autre, et un matériel toujours aussi beau, parce que, quand je dis toujours, ça rappellera évidemment d'autres jeux du même publisher, j'allais dire, mais du même éditeur, à savoir Ivy Games, à qui l'on doit tout un tas de jeux vraiment superbes en termes de matériel. Ils savent vraiment vendre leurs jeux de ce point de vue-là. Je vous les mets d'ailleurs ici. On avait notamment Mythic Mischief, qui a fait un assez joli succès cette année sur GameFound, ou encore Veil Fate, qu'on ne devrait pas tarder à recevoir théoriquement. Donc des jeux toujours très très bien produits, et Moonrakers était leur premier jeu. Moonrakers, je vais vous montrer quand même quelques petites images par-ci par-là pour vous montrer un petit peu la qualité du matériel. La direction artistique est toujours assez soignée, même si c'est relativement sobre, ça fait plutôt bien le job, c'est assez efficace, j'ai l'impression. Je n'ai pas encore pu le tester, je n'ai pas le jeu. J'ai résisté la première fois, ça va être un peu plus difficile sur la seconde, parce que j'avoue qu'en plus de ça, le jeu a plutôt une très belle réputation, même si il faut apparemment le jouer à partir de 3 joueurs. À 2, il n'a pas grand intérêt. D'ailleurs, si vous allez ici sur l'onglet communauté de BGG, vous verrez, peut-être ce sera caché par ma caméra, excusez-moi, mais qu'en gros, on vous le recommande à partir de 3, 2, c'est pas terrible, 4 étant visiblement la meilleure configuration de jeu. Donc pour l'instant, je le répète, hein, pas de date précise pour la sortie du jeu, mais en tout cas, ça donne envie. En plus, avec toutes ces petites pièces de métal, du petit bling, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est toujours quand même agréable. Sur la page Facebook du jeu, donc de Moonrakers, et non celle de Ivy Studio, attention, vous aurez aussi un petit aperçu sur la boîte de l'extension, justement, que vous voyez ici, donc Binding Ties. Encore une fois, très joli matériel, la boîte est superbe. Reste à voir ce que ça vient ajouter, mais apparemment, si j'en crois les retours que j'ai pu en voir, en tout cas moi, sur le jeu de base, c'est un jeu qui est fortement ouvert aux extensions à l'avenir. Et donc, voici une première extension avec Binding Ties. Ils ont déjà annoncé qu'il y en aurait d'autres de toute façon. Donc voilà pour Moonrakers. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, il m'attire pas mal, même si, vous le savez désormais, l'univers SF, vaisseau spatial, etc., c'est pas un truc qui me passionne outre mesure, mais là, c'est plus mécanique, véritablement thématique, donc j'ai plus de facilité à m'y intéresser. Donc voilà pour 1 à 5 joueurs, même si apparemment, attention, le mode solo est pas fantastique, paraît-il, mais est-ce que l'extension saura corriger ça? Je ne sais pas. Pour des parties de 60 à 120 minutes, potentiellement un petit peu long du coup, pour 14 ans et plus. Donc voilà pour Moonrakers, théoriquement, premier trimestre 2022. En 18e position, on retrouve Final Girl, et encore une fois, retrouve, oui, parce que à nouveau, comme le jeu précédent, c'est une extension qui va nous ressortir, ou plutôt une seconde saison qui suit la première. C'est un jeu qui, pour ceux qui l'ignorent, reprend un petit peu les mécanismes de Hostage Negotiator. Celui-ci est assez connu, il est sorti en français d'ailleurs, hein, le négociateur d'otages, je crois, la traduction en français est relativement simple. Qui a des retours relativement bons, mais ici, apparemment, 6.9, c'est assez mitigé, ceci dit. En tout cas, Final Girl reprend ces mécanismes certainement en les améliorant beaucoup, puisqu'on a une très très bonne note pour l'instant. Après, il y a moins de notation, certes, mais ça a l'air d'avoir beaucoup séduit le public. Attention pour tous ceux que la thématique pourrait intéresser, c'est un jeu purement solo. Donc pour ceux d'entre vous qui ne jouez jamais en solo, ce ne sera pas un jeu pour vous. Donc jouer en solo pour 30 à 45 minutes, 14 ans et plus. Le thème est assez mature, c'est pas vraiment que c'est en termes de complexité, c'est juste que le jeu est assez mature, puisque vous allez incarner des héroïnes de films d'horreur qui vont simplement chercher à éviter la mort. Puisque vous le voyez, en fait, dans chacun des scénarios, il y aura ici un sorte de serial killer qui va vous poursuivre et chercher à mettre fin à vos jours. Alors, on a différentes boîtes disponibles. Là, pour l'instant, je n'en trouve qu'une, mais vous avez ici un petit résumé des différentes boîtes. En fait, il y a 4 ou 5 boîtes, je crois, 5 boîtes, oui, dans la première saison. C'est un petit peu le résumé des 5 tueurs qui vont vous poursuivre dans chacun de ces épisodes.
Pour en avoir un petit peu plus d'informations d'ailleurs, vous pourrez aller voir sur la page de Kickstarter pour la première saison, pour découvrir un petit peu l'ensemble, l'intégralité des, 5 jeux. Alors j'en vois 4, mais il y en a un cinquième me semble-t-il, heu, de ce jeu très, très, thématique, qui reprend donc, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, les mécanismes de jeu de négociateur d'otages. Donc voilà, ceux qui ont joué à négociateur d'otages ne partiront pas en terrain, inconnu totalement. Ça reprend quand même plus ou moins les mêmes mécanismes, mais en les améliorant, peut-être en les peaufinant, en les polichant un petit peu. Vous avez ici un petit descriptif d'ailleurs de chacun des scénarios que vous pourrez jouer, avec les héroïnes qui vont, les héroïnes, je ne suis pas sûr de la lésion ici, qui vont changer d'un scénario à l'autre. Vous aurez ici des petites figurines qui seront apparemment des exclusivités Kickstarter. Je ne sais pas si ce sera le cas également pour la seconde saison, mais tout laisse à penser que ce sera le cas, puisque c'était le cas la première fois. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. La saison 2, quant à elle, a été annoncée, notamment sur BG, hein, notamment, entre autres, et elle sera, le 11 janvier. Je vous l'ai déjà dit dans les 3 précédentes vidéos, le 11 janvier va être une journée très, très, très chargée et Final Girl va ajouter son petit grain de sel à ça. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver la date là-dedans. C'était annoncé dans ce topic-là, mais bon bref, sans grande importance. Ah si, voilà, c'est ici, donc le 11 janvier que débarquera la seconde saison de Final Girl. Donc, on verra bien ce que ça nous propose en termes de nouveautés, de nouveaux scénarios, de nouveautés mécaniques également, pourquoi pas. Final Girl, très bien noté, pour tous ceux en tout cas qui s'intéressent aux jeux en solitaire. Je vais quand même finir par vous montrer un petit peu d'images de jeux également, même si vous en avez aperçu sur la page Kickstarter. Finalement, ça prend pas mal de place, hein, attention. Il y aura des possibilités d'upgrade, notamment avec ici, vous le voyez, c'est des tapis de néoprène, ce qui remplace les plateaux. C'est plutôt très joli. Reste à savoir si c'est susceptible de vous plaire, de vous intriguer, de vous intéresser. Et pour ça, il faut déjà que vous soyez des joueurs solo. Donc voilà pour Final Girl, 11 janvier prochain. En 17e position, on va retrouver un univers que vous connaissez un petit peu, à savoir celui de Daimyo Battle for Japan. Alors pourquoi vous le connaissez peut-être, si vous suivez la chaîne et les actualités Kickstarter notamment, parce que récemment, Stone Sword Games, qui est l'éditeur de ce jeu, a proposé Senjutsu, jeu dont j'avais fait une petite couverture avec notamment une interview de l'un des deux créateurs, un concours également pour le jeu qui avait permis à 3 personnes de remporter le jeu, si tant est que Stone Sword Games daigne me répondre. Ça fait quelques mois qu'ils sont un petit peu légers en termes de communication, mais bon, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, Daimyo, même si donc ce manque de communication commence à m'inquiéter un petit peu, reste un jeu que j'attends beaucoup malgré tout, parce que encore une fois, on se base sur un univers japonais à l'époque de Sengoku, l'époque de guerre civile au Japon, où différents daimyos se mettaient sur la tronche régulièrement pour choisir, pour décider de qui allait diriger le pays, l'unifier avant de pouvoir le diriger justement. Daimyo ici vous permet une expérience totalement différente de ce que proposait Senjutsu, même si ça se base sur le même univers et que certains personnages de Senjutsu seront utilisables peut-être dans Daimyo et vice-versa. Daimyo, en fait, c'est un jeu qui s'inspire du jeu vidéo Shogun Total War. C'est un jeu avant tout de deck building, mais pas uniquement, puisque en fait, c'est un jeu assez large, assez ambitieux, qui se composera de différents mécanismes tels que le deck building, comme je viens de l'annoncer, mais également du city building, donc de la construction de villes, également du placement d'ouvriers, et puis une sorte de management des différents individus qui vont composer votre clan, puisque au début de la partie, vous allez choisir un clan parmi ceux proposés dans le jeu de Daimyo. Et donc dans ce jeu, tout un ensemble de mécanismes qui viennent s'imbriquer pour créer un truc assez ambitieux avec pas mal d'envergure, il faut bien le dire. Vous aurez aussi la possibilité, par exemple, d'aller engager des ninjas, d'importer des armes depuis l'étranger, ou encore d'effectuer du commerce avec les chrétiens, qui à l'époque n'étaient pas forcément en odeur de sainteté, sans vouloir faire de jeu de mots là-dessus d'ailleurs. Et donc, avec le but ultime de dominer les autres clans, bien évidemment. Sachez également que ce jeu est disponible pour 1 à 4 joueurs, mais ici, on vous précise de 1 à 6 joueurs, parce qu'il y aura certainement une sorte d'extension qui vous permettra de jouer à plus. Pour des parties, vous le voyez ici, avec une fourchette assez large de 45 à 300 minutes, pour la simple et bonne raison que vous pourrez faire des parties en one-shot, qui peuvent même toucher à la demi-heure, hein, sans aller jusqu'à 45 minutes, une fois que vous serez habitué, ou alors des parties beaucoup plus longues de 300 minutes par exemple, pour des parties en campagne. C'est d'ailleurs écrit quelque part là-dedans, mais j'ai un peu perdu. Bref, quoi qu'il en soit, des one-shots
45 minutes, 1 heure, voire peut-être une demi-heure une fois habitué, ou alors des grosses campagnes assez longues, beaucoup plus orientées wargame peut-être, qui seront susceptibles de durer, peut-être 5, 6, 7 heures, quoi. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire pour Daimyo, dont la date n'a pas été encore, annoncée, donc il faudra certainement attendre la deuxième partie de l'année, j'imagine, d'autant que finalement Senjutsu était apparu il n'y a pas si longtemps non plus, donc je dirais plutôt entre juin et décembre prochain peut-être. À suivre. En 16e position, on retrouve Bloodstone, et retrouver est un verbe que j'utilise bien trop aujourd'hui, mais que voulez-vous, c'est encore un jeu qu'on connaît un petit peu, puisque Bloodstone était déjà apparu sur Kickstarter il y a quelque temps déjà, avec une première tentative que j'allais présenter comme un échec, mais c'est pas vraiment le cas, parce que si on va voir tout de suite d'ailleurs, vous allez voir, le jeu était financé en fait, assez largement, parce qu'on avait 295 000 $ sur 150 000 de nécessaire, mais ils avaient décidé d'annuler parce que finalement, ils pensaient pouvoir faire beaucoup mieux et que beaucoup de gens s'étaient plaints dans les commentaires de l'offre qu'ils estimaient soit un petit peu trop chère, soit pas forcément en accord avec ce qu'ils attendaient. Et donc, Druid City Games, donc, qui est à l'origine de Bloodstone, a décidé de revenir plus tard, et ça fait déjà quand même pas mal de temps, puisque la première campagne, que j'aille vérifier rapidement, a eu lieu en mars 2021, février-mars 2021, donc il y a près d'un an, et pour l'instant, le jeu n'est pas encore réapparu. Ceci dit, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il va ressurgir relativement bientôt quand même. Donc, Druid City Games, j'ai déjà évoqué le nom tout à l'heure, c'est donc l'éditeur de Bloodstone, mais pas seulement, puisqu'en fait, vous le connaissez peut-être pour certains des jeux que vous allez voir ici, à savoir La Forêt des Frères Grimm, qui est passé peut-être directement d'ailleurs en retail, donc en magasin, sans passer par la caisse financement participatif, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Mais également, par exemple, plus récemment, Tidal Blades, qui lui était sur Kickstarter, que Xavier a et auquel on a donc pu jouer plusieurs fois, qui est un jeu très très sympa. On en parlera peut-être un peu d'ailleurs par la suite. Et puis ensuite, Wonderland's War, qui l'année dernière a fait un très très joli succès également. Donc c'est un éditeur qui est relativement habitué du modèle Kickstarter, GameFund et compagnie, qui nous reviendra donc cette fois-ci, cette année, pour Bloodstone, qui donc revient après un an, un peu plus d'un an, quand il sortira d'absence. C'est apparemment basé sur une propriété intellectuelle, donc une licence déjà existante, que je ne connais pas, donc je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, peut-être un jeu vidéo, j'imagine. C'est un jeu d'arène pour 1 à 8 joueurs, donc assez large en termes de nombre de joueurs possibles, pour des parties relativement courtes potentiellement, ou plus longues, selon peut-être un mode de jeu, ou simplement peut-être selon le nombre de joueurs autour de la table, 20 à 160 minutes, c'est quand même assez large. Et donc c'est un jeu d'arène, en fait, vous voyez une arène derrière ici sur la présentation. Vous allez choisir en début de partie chacun un personnage parmi différents disponibles dans le jeu. On voit ici par exemple des exemples de plateaux. J'ai répété exemple 3 fois en une phrase, je crois, c'est assez inélégant. Donc ici, on voit par exemple Lien, mais on a d'autres personnages avec leurs plateaux individuels qui sont assez jolis, de très bonne qualité, visuellement parlant en tout cas. Et chacun de ces personnages s'accompagnera d'un set de dés customisés qu'il pourra utiliser pour effectuer certaines actions, en fait. On voit certainement les actions d'ailleurs qui sont inscrites sur les plateaux individuels en fonction des dés, des résultats des dés, je pense. Vous pourrez simplement vous déplacer, attaquer, esquiver, effectuer tout un tas d'actions possibles dans cette arène où vous êtes potentiellement 2 ou 8 par exemple. Vous aurez aussi droit, vous l'avez déjà remarqué, à un artwork, une direction artistique vraiment très très soignée, avec des figurines de très belle qualité et des illustrations magnifiques en règle générale. Donc voilà pour Bloodstone, on peut rapidement aller voir la campagne pour en voir un petit peu plus en termes de présence sur la table avec les différentes miniatures, les différents personnages et leurs plateaux individuels, leurs compétences asymétriques bien évidemment. On vous le dit ici, dans 8 personnages asymétriques. C'est certainement un jeu qui pourra avoir des extensions par la suite, d'autant plus que ça se base sur une licence déjà préexistante. Les dés asymétriques qui seront peut-être upgradés, enfin qui seront peut-être en meilleure qualité une fois la campagne arrivée, si on dépasse un certain stade de stretch goal par exemple, j'imagine. Tout un tas de cartes, des dés dans tous les sens, enfin bref, c'est très joli. On avait aussi des game trays, est-ce qu'ils seront présents dans la nouvelle édition? J'imagine que oui, d'autant qu'ils avaient déjà été préparés pour la première, donc il n'y a pas de raison. Mais effectivement, ce qui faisait un petit peu mal à l'époque, c'était peut-être aussi le prix, puisque vous le voyez, le premier pledge était à 125 $, et c'était pour le jeu de base. On avait ensuite 160 pour avoir
une sorte de petite extension, etc. Donc c'était quand même très, très, très cher. On verra bien ce que ça propose cette fois-ci. D'autant que si vous allez voir dans les actualités, je parlais de date tout à l'heure, la dernière actualité en date est du 9 octobre dernier et on nous parle d'une sortie pour l'été ou l'automne 2022. Donc la date n'est pas encore précise, mais disons que vous pouvez certainement cocher quelque part entre, disons, juin et octobre-novembre pour espérer une nouvelle apparition de Bloodstone sur Kickstarter. Ensuite, vous pourrez aller voir également sur le site de Skybound, qui est l'éditeur en contrepartie, enfin, en collaboration avec Druid City Games. En fait, ils sont en étroite collaboration en permanence pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers de Bloodstone et ce que ça propose en termes de jeu. Donc voilà, pour les amateurs de jeux d'arène, de figurines, un peu à la Super Fantasy Brawl, si je me souviens bien du titre du jeu de Mythic Games, c'est un petit peu dans la même veine. Est-ce que ça saura proposer quelque chose de différent? Les critiques lors de la première campagne par les différents vidéastes qui avaient pu l'essayer étaient généralement dithyrambiques. Reste à savoir si ça confirmera et si ça saura cette fois-ci proposer un niveau de pledge peut-être un peu plus attirant et plus accessible. En 15e position, eh bien, il s'agit de Ostia, un jeu japonais dont vous avez peut-être déjà entendu parler brièvement, notamment si vous êtes sur le forum de Quoud, où l'on en parle un petit peu. Et si vous êtes présent sur Quoud, vous savez également peut-être que Xavier et moi avons reçu un prototype. Bah oui, pour une fois qu'il y a un jeu japonais qui fait parler de lui sur Kickstarter, ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc nous avons pu recevoir le prototype il y a un mois environ. Nous l'avons testé, nous avons déjà filmé une petite review, une petite vidéo d'avis et une vidéo de gameplay également. Donc vous aurez droit aux deux pour vous faire un aperçu plus concret du jeu. C'est un jeu qui se base un petit peu sur le mécanisme du Mancala, avec donc vous allez le voir, un plateau individuel, il faut que je le retrouve rapidement d'ailleurs, un plateau individuel voilà, qui est ici, sur lequel vous aurez un nombre de bateaux sur chacune des zones, et quand vous allez choisir une zone, vous allez prendre le nombre de bateaux qui s'y trouvent, les déplacer une case par une case, et accomplir l'action de la dernière case sur laquelle vous avez posé le dernier bateau qui se trouvait sur la case que vous avez sélectionnée. Il y aura aussi du système de gestion de ressources en fonction des bateaux que vous allez déplacer. Vous aurez aussi des missions que vous pourrez essayer d'accomplir, et vous pourrez bien entendu vous déplacer sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et pas seulement d'ailleurs, vous pourrez aller jusqu'en Asie mineure, à partir du port d'Ostie en Italie à l'époque, donc de la Rome antique, où Ostie était l'un des ports principaux de commerce de l'Empire romain. Voilà, un jeu qui propose donc tout un set de mécanismes assez bien connus, hein, à savoir donc de la gestion de ressources, le fameux Mancala, un petit peu d'amélioration de ville, puisque vous pourrez être amené aussi à mettre des bâtiments dans votre ville pour profiter de certaines améliorations de production, de réduction de coûts, etc. C'est un jeu assez complet, vous allez le voir dans la review. Pour l'instant, j'en dis pas plus que ça, même si vous vous doutez bien que si je le place en 15e position, c'est que globalement, il m'a plutôt plu. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le commentaire de Xavier, donc bon, vous aurez quand même tout intérêt à regarder les deux vidéos donc de review et de gameplay sur le jeu. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour essayer de ne pas trop divulgacher, comme disent nos amis québécois, le contenu et de ce qu'on a pensé en fait de Ostia, qui partage également l'auteur, le même auteur que j'ai perdu le nom, voilà, Aquagarden, qui est ici, qui avait fait lui aussi un très joli succès sur Kickstarter lors de son apparition il y a quoi, un an et demi, un truc comme ça, un an et demi, et qui est arrivé au backer, qui est quand même très très charmant également. Donc là, on sera encore sur un matériel de qualité un peu similaire à Aquagarden, auquel on a pu jouer d'ailleurs récemment, Xavier et moi, qui était très très sympa d'ailleurs. Donc voilà pour Ostia, un jeu qui se base d'ailleurs, j'aurais dû le dire, sur le jeu Trajan de Stéphane Feld, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même aller vérifier rapidement parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais Trajan, si je me souviens bien, c'était Stéphane Feld. Oui, ça va, j'ai pas dit de conneries. Donc en fait, c'est une sorte d'hommage qui reprend ce système de Mancala que l'auteur avait découvert dans Trajan. Donc là, pour Ostia, suivez bien la campagne, ça va être assez intéressant, il y aura plusieurs niveaux de pledge. C'est une boîte assez conséquente qui ressemble un petit peu, là ça ne transparaît pas sur la photo ici, mais c'est assez conséquent, c'est une boîte qui prend beaucoup de place, un peu à la façon d'un jeu Lacerda. Voilà pour Ostia, vous en apprendrez plus très bientôt, puisque le jeu lui-même
devrait arriver le 22 janvier sur Kickstarter. Kickstarter qui d'ailleurs accueille déjà la page du jeu en pré-campagne avec d'ores et déjà 1100 abonnés. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous allez vous y ajouter? Est-ce que vous êtes intéressé? Moi, en tout cas, oui. En 14e position des jeux que j'attends cette année, il y a aussi La Granja Deluxe Master Set en provenance de Board and Dice. Alors, La Granja, c'est un jeu déjà sorti, je vous le rappelle, en 2014. Donc, ce n'est pas exactement tout nouveau. D'ailleurs, en 2014, c'est déjà presque ancien pour ce qui est du jeu de société depuis quelques années. Il en sort tellement chaque année que 2014, c'est déjà presque vieux, alors que ça fait que 8 ans. Un jeu qui nous venait donc de Michael Keller ainsi que de Andreas Odendahl. Et donc, ils nous reviennent avec une version Deluxe Master Set. Alors, pourquoi je le place aussi haut? Parce que bon, déjà, c'est vrai que c'est un jeu qui m'intéresse puisqu'il y a du contrôle de territoire, du draft d'action, du jet de dés, du draft de manière générale. Donc, forcément, ça m'intéresse. En plus, on a un design magnifique, je trouve, de la boîte qui est vraiment superbe. Le matériel qui a l'air vraiment très satisfaisant également. Tiens, pourquoi Nightmare Cathedral, qui a déjà fait son apparition dans la première ou la deuxième vidéo, je crois, de ce top 50, parce que c'était aussi Board and Dice. Donc, bon, évidemment, même éditeur. Alors, donc, ça m'intéresse aussi parce que le Deluxe Master Set, c'est ce qu'ils avaient déjà fait pour Yedo. Yedo qui fait partie de la collection de Xavier, voilà, le Yedo Deluxe Master Set que vous voyez ici, qui est un jeu absolument génial, qu'ils avaient réédité donc avec ce Deluxe Master Set, avec une édition vraiment magnifique. Le jeu est très très beau, matériel vraiment très soigné, vous le voyez, c'est une vraie belle présence sur table, et surtout, c'est un jeu vraiment vraiment génial. Trop ignoré dans nos contrées, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de version francophone pour l'instant, c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un jeu qui le mériterait, un jeu de placement d'ouvriers vraiment super. Mais bon, revenons à nos moutons. La Granja Deluxe Master Set, ça repart donc sur cette dénomination de Deluxe Master Set, donc avec un matériel largement upgradé pour une expérience améliorée. Et en plus de ça, le jeu viendra s'accompagner de nouveaux modules, 5 nouveaux modules, parfois créés par des auteurs relativement connus. Je ne vais pas passer en détail sur le détail du jeu, comment dirais-je, ces différentes phases de jeu, etc., qui les composent. Ce n'est pas très important pour aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude 3-4 minutes maximum, mais je vais quand même appesantir ici sur les différentes petites extensions, les petits modules d'extension plutôt devrais-je dire, c'est relativement court, donc c'est des modules plutôt que véritablement des extensions, puisqu'il y en a une notamment designée, créée par Stefan Feld, le monsieur Stefan Feld, mais également par Adam Kwapinski. Le nom vous dit peut-être un petit peu moins quelque chose, mais c'est quand même un auteur très reconnu, puisque c'est lui qui est derrière Nemesis, entre autres, ou aussi Andrei Novak. Par contre, celui-ci, je ne crois pas le connaître. Vous pouvez également en apprendre un petit peu plus sur le site de Board and Dice directement, où on vous propose de vous inscrire à la mailing list, en gros, pour vous mettre au courant de la sortie du Kickstarter. Ça devrait normalement être pour janvier là aussi, mais est-ce que ce sera encore le 11 janvier, cette date fatidique où tous les jeux du monde vont sortir en même temps? J'espère que non. On verra bien. Normalement, c'est pour janvier. Pour bénéficier en plus, si vous vous inscrivez, d'un petit add-on gratuit, à savoir 20 meeples d'âne gratis, avec aussi un enclos en 3D. Bon, ça, c'est pas forcément essentiel, mais c'est un add-on gratis, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis surtout sur cette page, vous avez un petit peu plus d'aperçu visuel de ce que ça peut présenter sur la table. Alors là, on est fan ou pas des couleurs, c'est vrai que les couleurs ne sont pas magnifiques, mais le matériel, lui, par contre, a l'air d'être vraiment, vraiment très joli, très bien réalisé. Et en plus de ça, on a tout un tas de meeples screen printés, donc vraiment du matériel deluxe. Le plateau présente plutôt bien. Vous voyez qu'on peut certainement imaginer qu'on pourra y ajouter certaines tuiles, comme ici c'est le cas déjà, on voit une carte qui vient s'ajouter à votre plateau individuel. Le tout en double épaisseur, j'ai l'impression, qui plus est. Très, très joli matériel. Vous voyez ici donc les meeples que j'en parlais tout à l'heure, hein, les meeples dont je parlais tout à l'heure, avec le screen print. C'est plutôt très joli là encore. Vous avez tout un tas de vidéos déjà présentes puisque le jeu existait déjà à l'avance. Donc c'est quand même un jeu qui, je le rappelle tout à l'heure, j'ai ouvert la page du jeu d'origine 7.7 sur BGG pour un jeu sorti en 2014. C'est une excellente note. On a tendance à voir que les jeux plus récents sont mieux notés souvent.
notamment les jeux Kickstarter, GameFound, parce que bon, il y a une sorte de biais intellectuel qui fait que quand on back un jeu, on a plus facilement tendance à mettre des très bonnes notes. Ça a été déjà analysé, je ne sais pas si j'en parlerai un jour ou pas, c'est assez intéressant. Mais 7.7 pour un jeu en 2014, c'est quand même très très bon, avec en plus près de 10 000 notations, donc c'est quelque chose auquel vous pouvez quand même vous fier en général. Revenons sur la page. Oui, donc voilà, donc plusieurs vidéos de gameplay pour vous présenter le jeu d'origine qui, en plus, va être amélioré visuellement et avec ces petits modules qui sont décrits un petit peu ici. Donc le module de Monsieur Kwapinski qui s'appellera Bustling Town. On aura aussi une extension d'un des deux auteurs de base, Long Distance Trade, Betwixt. On aura aussi Hired Hands et la fameuse extension de Monsieur Stefan Feld, les conseillers, donc counselors. Donc, tout un tas d'add-ons supplémentaires pour aller améliorer encore l'expérience de jeu, avec qui plus est, donc un artwork assez joli, si tant est qu'on apprécie la palette de couleurs. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas. En tout cas, pour ce jeu de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 90 à 120 minutes, vous pouvez certainement compter sur moi pour backer. En tout cas, bon, c'est pas sûr, ça dépendra bien évidemment de prix. C'est vrai que Yedo en Deluxe Master 7 était assez cher. La Granja le sera certainement aussi, mais ça m'intéresse quand même beaucoup, beaucoup. En 13e position, on continue avec Yucatan, le nouveau jeu de chez Matago, par Monsieur Guillaume Montiage, à qui l'on devait déjà, toujours chez Matago, un peu dans la même série d'ailleurs, Kemet, et plus récemment Kemet Blood and Sand, ou Sand and Blood, j'ai oublié l'ordre dans lequel on doit le dire. Et donc il nous revient avec un autre jeu de contrôle de territoire, d'influence, avec donc Yucatan. Et cette fois-ci, dans Yucatan, vous allez donc créer votre cité au sein de l'Empire Maya. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un jeu de contrôle de territoire, d'influence au sein des cités mayas, et vous aurez aussi des rapports avec les dieux locaux, bien évidemment, comme c'était déjà le cas dans Kemet, me semble-t-il, même si j'avoue ne pas y avoir joué. Par contre, bien évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Kemet, d'ailleurs, en fait, ça fait partie d'une sorte de, on disait, d'une trilogie de jeux, même s'ils n'étaient pas vraiment affiliés les uns aux autres, qui était composée de Cyclades, Inis et donc Kemet, je crois. Et donc, en fait, cette trilogie devient une sorte de quadrilogie avec Yucatan, encore un jeu de contrôle de territoire comme les trois précédents. Celui-ci partage en plus l'auteur de Kemet, et donc raison de plus de s'y intéresser. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visuels, il faut bien l'avouer. La page Kickstarter, je crois, n'est pas encore ouverte, même si le jeu sort donc très bientôt, puisque c'est encore le 11 janvier. Encore, décidément. Le 11 janvier, ça va vraiment être terrible. Je pense que Kickstarter va cracher parce qu'il y aura trop de fréquentation sur le site. Bref, quoi qu'il en soit, vous aurez donc ici un aperçu des différentes figurines aussi qui pourront s'ajouter au plateau, avec ici le crocodile, par exemple, le vautour, certaines cartes également que vous apercevez. C'est très, très sombre, hein. Le plateau voilà, central qui a l'air d'être assez joli, un tableau circulaire avec ensuite les plateaux individuels, à voir s'il y a une sorte d'asymétrie aussi qui rentre en jeu, je ne sais pas. Les artworks sont quand même très jolis, basés sur des recherches de l'époque Maya, bien évidemment, donc c'est bien sourcé apparemment, et ça a l'air d'être assez classieux. Reste à voir si, en termes de gameplay, ça fera l'affaire, mais théoriquement, par l'auteur de Kemet Blood and Sand, ça devrait être le cas, puisque bon, je prends le temps quand même rapidement de vous le montrer. Kemet et Kemet Blood and Sand, sont quand même des jeux assez bien notés, hein. 7.7 pour un jeu de 2012, et Blood and Sand, sorti plus récemment, est passé sur Kickstarter, donc vous voyez, ça augmente encore un peu la note à 8.2. Est-ce que c'est justifié de faire un plus 0.5 entre-temps? Je ne sais pas, mais c'est un petit peu l'effet Kickstarter aussi. Donc quand même deux excellents jeux très bien notés. Kemet, le jeu de base, était 113 sur le classement général de BBGG, sur lequel il y a plus de 10, 15, 20 000, je ne sais pas, jeux déjà répertoriés. Donc, c'est vraiment un jeu sur lequel il faut compter. Et donc, Yucatan, un peu dans la lignée, dans la descendance de cette trilogie, qui maintenant est une quadrilogie. Est-ce qu'il sera au niveau? Apparemment, les premiers essais des différents vidéastes qui ont commencé à filtrer certaines informations semblent laisser penser que oui, ça devrait être de très très bonne qualité. Reste à voir ce qu'il en sera véritablement. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a assez peu d'informations finalement pour un jeu qui devrait arriver la semaine prochaine sur Kickstarter. En 12e place, on a Blason. Blason qui nous vient de
25th Century Games avec la création de David Conklin et les illustrations de Yann O'Toole, qui est un des illustrateurs les plus célèbres du monde du jeu de société. Et donc je le place 12e de ce classement, même si Xavier et moi avons pu y jouer hier sur Tabletop Simulator. Oui, je vous dis souvent que j'aime pas jouer sur Tabletop Simulator, et c'est le cas, j'aime pas jouer sur Tabletop Simulator, ou Tabletopia d'ailleurs. J'aime pas trop les sensations de jeu que ça procure, mais on l'a testé parce qu'on a eu un petit peu de contact rapidement avec l'éditeur, qui nous a dit qu'il n'était pas en mesure de nous envoyer un prototype physique, ce qui est logique, on habite quand même au Japon, c'est quand même assez chiant généralement de nous envoyer des prototypes physiques. Donc bon, ce n'était pas le cas pour cette fois, mais on va quand même pouvoir peut-être en parler un petit peu, faire une review, même si ce sera basé cette fois-ci sur Tabletop Simulator. Un petit jeu qui vous propose ici de prendre une fonction de héraldiste, si ça se dit comme ça, je pense que c'est possible. En fait, vous allez composer votre blason un petit peu moyenâgeux, hein, un petit peu à la manière des différentes villes de France, d'ailleurs, qui souvent ont leur propre blason. Eh bien, vous allez composer votre blason. Vous aurez chacun, ici, vous le voyez, un petit plateau individuel avec 10 cases qui viendront accueillir des cartes avec différents logos pour vous permettre de compléter certaines missions également. En fait, c'est un mécanisme assez simple de set collection. Vous allez essayer d'apposer un maximum de cartes sur votre plateau individuel. J'essaie de trouver une photo qui vous montrera ça un petit peu mieux. Pour l'instant, il n'y en a pas trop de partagés de manière efficace, je trouve, pour ce qui est des plateaux individuels. Donc, reprenons celle-ci. Il y aura donc des teintures, des couleurs en fait pour votre blason, ainsi que des motifs, et vous devrez aller ajouter donc différentes cartes qui se composeront également de différents logos. Ici, vous voyez par une croix, il y aura aussi des fleurs de lys, il y aura des châteaux, des couronnes, etc. Et en fait, avec ces différentes icônes, vous chercherez à compléter les missions qui se trouvent ici, par exemple, entre autres, sachant que chaque carte que vous allez ajouter sur votre blason vous rapportera aussi des points de prestige que vous voyez ici avec ce petit 4, ce petit 1, ce petit 5 ici. Donc un jeu relativement facile, relativement accessible, abordable pour 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. C'est assez accessible. Et la partie qu'on en a fait hier était vraiment sympa, très honnêtement. Un jeu de set collection tout à fait typique, qui nous a fait penser, même s'il n'est pas non plus similaire, mais qui nous a quand même fait penser un petit peu en cela à Codex Naturalis, qui était chez Bombix l'année dernière, qu'on a beaucoup joué ici, mais en peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, imposant sur la table, un petit peu plus présent, assez joli d'ailleurs, avec une thématique qui, moi, me plaît un petit peu plus présente aussi que celle de Codex Naturalis, qu'on oublie assez facilement d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un jeu assez accessible, assez simple, et de ce point de vue-là, je pense que peut-être, à tort, j'en attendais un tout petit peu plus en termes de viande dans le jeu, et du coup, j'ai trouvé ça quand même assez simple, un petit peu trop simple pour mes goûts à moi. Attention, ce n'est quelque chose de très subjectif, et donc, peut-être que si j'avais fait le classement après, enfin avant, pardon, avant, non, après, oh là là, je peine, la vidéo commence à être trop longue. Après avoir eu cette première expérience de jeu, je l'aurais peut-être placé un petit peu plus bas dans le classement, certainement aux alentours de la 20e position. Donc là, il est un peu plus haut parce que franchement, la thématique m'intéresse beaucoup et qu'en plus, elle est assez présente dans le jeu. Mais au-delà de ça, en termes de jeu, véritablement de gameplay, c'est assez accessible, c'est presque familial finalement, même s'il y a quand même beaucoup de choix assez cornéliens à opérer au fur et à mesure de la partie. Donc voilà pour Blason, qui a déjà sa page Kickstarter disponible avec 914 abonnés pour l'instant. En serez-vous? Moi, j'aime beaucoup la thématique, j'aime beaucoup le gameplay aussi. Après, est-ce que c'est un incontournable? Sur la seule expérience que j'ai pu en avoir hier soir, mais il faudra qu'on fasse 2-3 autres parties avant d'avoir vraiment un avis plus concret. Pour l'instant, je serais tenté de dire que non, mais c'est très sympa quand même. Donc voilà, Blason, théoriquement, pour le premier trimestre 2022. 11e et dernière position présentée aujourd'hui, il s'agit de Lyozen qui nous provient de Tabula Games, et encore un jeu avec un petit peu de Japon là-dedans, même si l'illustration fait plutôt, je trouve, penser à des paysages qu'on peut entreapercevoir en Chine plutôt qu'au Japon, mais bon, passons, le titre est en japonais. Donc Lyozen qui nous vient de Tabula Games, à qui l'on doit tout un paquet de jeux qui ont été plutôt appréciés, notamment Mystea ou encore Ikayon, ou pour ceux auxquels j'ai eu la chance de jouer, Volfirion et Sanctuary, qui sont deux jeux
de confrontation, un de deck building et un plus en rapport avec des mécanismes qu'on pourrait désigner comme étant ceux un peu de Magic, par exemple, qui sont de très bons jeux d'ailleurs tous les deux. Je n'ai pas encore pu tester Mystea et Ikayon, qui ont des très bons retours également. Eh bien, Tabula Games nous revient cette fois-ci avec Lyozen, un jeu assez différent des jeux précédemment cités d'ailleurs, puisque le Lyozen est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 20 à 60 minutes la partie, donc ça peut potentiellement être très très court, comme un petit peu plus long également, hein, 1 heure ça reste facile à sortir, et c'est un jeu assez intéressant dans le sens où il y aura de la gestion de ressources, chose que j'adore, mais également du placement d'ouvriers, que j'adore encore plus, c'est certainement un de mes mécanismes préférés dans le monde du jeu de société. Et attention, puisque parmi ces placements d'ouvriers, on aura aussi des ouvriers différents types d'ouvriers, des ouvriers un peu asymétriques, que vous pourrez notamment aller recruter. Vous pourrez recruter plus d'alliés au fur et à mesure de la partie, et ces alliés auront eux-mêmes des compétences asymétriques. Donc, beaucoup de choses qui me plaisent pas mal, et en plus de ça, on parle d'un plateau avec une double épaisseur, avec une partie qui peut effectuer des rotations, certainement pour différentes actions, différentes façons d'obtenir des ressources ou des points de victoire, par exemple. Le tout placé dans un monde un petit peu fantaisiste, qui reprend un petit peu la mythologie asiatique, avec encore une fois des animaux anthropomorphiques, j'ai l'impression, comme on peut les voir ici. Donc, tout pour m'attirer, Lyozen, apparemment. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est « j'ai hâte que ça arrive sur Kickstarter ». Quand est-ce que ça arrivera? Pour l'instant, on ne le sait pas précisément. Ça a été annoncé pour, théoriquement, le premier trimestre 2022. Reste à savoir si ce sera bien le cas. Je vois d'ailleurs ici qu'on a aussi d'autres mécanismes que je n'ai pas encore cités, à savoir le Set Collection, qui est un mécanisme que j'apprécie aussi, et un petit peu de contrôle de territoire, ce qui, là aussi, m'intéresse pas mal, avec apparemment un marché aussi, peut-être en relation avec le plateau rotatif d'ailleurs. Allez savoir. Pour l'instant, assez peu d'informations complémentaires, même si on a ici les Designer Diaries, donc les journaux des créateurs, qui est une chose qui se fait assez fréquemment sur BGG. C'est toujours très intéressant à lire d'ailleurs, on en a déjà 3 d'ailleurs ici, pour ceux que ça intéresserait. Vous pouvez aussi aller sur le site de Tabula Games pour vous inscrire notamment à la newsletter, pour souscrire à la page BGG, pour avoir des informations de toute première fraîcheur, et puis également pour ceux d'entre vous qui auraient déjà backé des jeux de Tabula Games, vous connaissez déjà le système, ils ont un système qui s'appelle le Tabula Pulse, qui vous permet en fait de bénéficier de petites remises, de petits avantages, lorsque vous avez déjà backé des œuvres de Tabula Games sur cette nouvelle campagne. Donc si vous avez déjà backé 2-3 jeux de chez eux, lorsque Lyozen arrivera, vous aurez un petit avantage. Mais bon, ça, vous êtes censé déjà le savoir si vous avez déjà backé des jeux de Tabula de toute façon. Et si c'est votre premier jeu Tabula, vous pourrez ouvrir en fait votre compte Tabula Pulse et donc commencer à accumuler des points pour les prochains projets. Il y a assez peu d'éditeurs qui proposent des systèmes de ce genre-là, et c'est quand même assez intéressant. Donc voilà pour Lyozen, dont j'attends beaucoup. Je place pas mal d'espoir dans ce jeu. Ça fait partie des jeux vraiment que j'attends le plus. De toute façon, vous le savez, hein, il est placé en 11e position, donc évidemment, je l'attends beaucoup. Et pourtant, il y a encore 10 jeux au-dessus de Lyozen, donc allez savoir. Et en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui avec cette 11e position de Lyozen. Fin de cette 4e vidéo donc, dans laquelle je vous ai présenté les positions entre 20 et 11. Et donc, il ne restera qu'une seule vidéo demain pour vous présenter les 10 jeux que j'attends le plus sur les plateformes de financement participatif pour l'année 2022. Lesquels y trouvera-t-on? Eh bien, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les jeux que j'ai présentés aujourd'hui, bien évidemment, sur ceux qui vous intéressent et pourquoi. Et puis également, peut-être éventuellement, des commentaires sur vos prévisions pour la vidéo de demain, lesquelles j'attends le plus. Est-ce que vous saurez les trouver? Allez, sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, on se retrouve demain pour les 10 dernières positions. À demain!